Bonjour, Éric Gibaud, ericgibaud.com, et cette vidéo avec comme titre la photographie c'est pas pour les pauvres et portrait d'un idiot, d'où ça vient ça? Ben, ça vient que quand j'ai présenté le Sony Alpha 7 Mark II, c'est pas la première fois que j'ai ce genre de commentaires. Là, je l'ai eu en espagnol, mais ça arrive en français, en anglais, il y en a toutes les langues. Et sur les réseaux sociaux, on voit souvent. Une personne indique, pour la vidéo, cet appareil est vraiment en retard par rapport à la concurrence, n'enregistre pas en 10 bits, évidemment pas 4.2.2, et c'est pas de la bêtise, je recommande le Alpha 7 Mark IV. Alors, là, c'est une opinion. Simplement, évidemment, il n'a pas écouté la vidéo parce que la vidéo, j'explique que c'est pas pensé pour la vidéo dans le sens où, eh bien, effectivement, actuellement, on demande des performances plus avancées pour la vidéo, mais j'en parle pour la photographie. Mais le problème, c'est pas son opinion là-dessus. Le problème, c'est sa dernière phrase. La photographie n'est pas pour les pauvres. Alors là, il y a deux côtés. Le côté offensif, moqueur, voilà. Donc là, il se fait un autoportrait d'un idiot. Ben oui, prendre les autres de cette manière, ça n'a pas de sens. Mais on va quand même analyser plus loin pour voir si effectivement on a besoin ou pas de beaucoup d'argent pour faire de la photographie. Parce que je pense que beaucoup ont cette sensation et elle n'est pas forcément vraie. Mais voilà, avant ça, je vais te dire merci à mon sponsor Arvia, école-de-photographie.com. Alors, je vais t'expliquer tout en fin de vidéo. Je te dis simplement 3 points importants si tu n'arrives pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu t'inscris une formation chez eux, de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos en appui pédagogique. Le deuxième point, si tu voulais te financer par le compte personnel de formation CPF, et tu voulais te former une fois à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF, mais on peut faire la formation à laquelle on s'était inscrit avant de partir. Et le troisième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle vient d'être appliquée le 1er mai 2024, et c'est une bonne nouvelle, car les rumeurs disaient que les élèves, que ce soit photo ou autre, devraient payer 30% de leur poche, et finalement, ce n'est que 100 €, sauf les demandeurs d'emploi qui n'ont apparemment pas à payer. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors évidemment, il n'y a pas que sur ma chaîne YouTube que j'ai vu ce genre de commentaires. On en voit sur les réseaux sociaux, c'est habituel dans toutes les langues. Et là, tu te rends compte que celui qui fait ce genre de commentaires, souvent, il a une manière insultante de le faire, une manière de dénigrer les autres. Et quand tu analyses un peu son travail, tu te rends compte que souvent, ce sont des gens qui font pas de photos depuis très longtemps. Et en fait, ils ont cette manière de compenser leurs lacunes en connaissances techniques et en connaissances photographiques en frimant avec leur matos. Alors moi, je peux comprendre que quelqu'un soit content, ravi, enthousiaste avec le matériel qu'il a, peu importe lequel. Et si c'est du haut niveau, ben, qu'il en soit content, ça me semble complètement logique. C'est normal que tu sois content de ce que tu as. Mais cette manière de dénigrer les autres parce qu'ils n'ont pas un matos du même niveau en dit très long sur cette personne, plus que sur les autres qui ont un matos inférieur. Et surtout, ils oublient un truc, ces gens qui font ce genre de commentaires, c'est qu'ils prouvent qu'ils ont une profonde ignorance de la réalité mondiale. Alors tristement, il y a un monde qui va à plusieurs vitesses. Il y a ce qu'on appelle le premier monde, le deuxième monde, le tiers monde, ou en voie de développement, comme on dit de manière un petit peu hypocrite, je dirais. Et parce que là, on mesure l'économie, parce que le fait d'être heureux ou pas n'a pas forcément à voir avec l'argent, bien que ça peut contribuer quand même. Voilà. Mais donc, ils oublient de regarder que dans ces pays où l'économie est pas très favorable, il y a quand même des gens qui ont des appareils très avancés, mais il y a aussi énormément de gens avec des appareils photo qui sont plus anciens, plus modestes, plus limités, et pourtant, ils font de superbes travail qui n'ont rien à envier à ce qu'on fait en Europe, aux États-Unis ou au Japon, ou dans certains pays qu'on considère économiquement avancés. Et pourtant, il y en a d'autres, il n'y a pas que ces deux continents, voilà. Et pourtant, tu te rends compte qu'il y a des gens qui gagnent leur vie avec des appareils photo qui seraient considérés pour débutants en Europe,
Et ben, eux, ils gagnent leur vie, ils font du très beau travail, ils ont des clients qui sont ravis et tout ça. Donc, souvent, ils ne sont pas conscients de cette situation que oui, on peut travailler professionnellement avec du matériel qui nous semble de débutant. Et quelquefois, c'est pire encore, ils en sont conscients, mais ils ont ce genre de besoin d'insulter, ce besoin de critiquer, de dénigrer. C'est une manière pour eux de se sentir supérieurs. Et là, ceux qui font ça, ben, simplement, ils sont en train de faire un autoportrait de l'idiotie. Il n'y a pas plus simple que ça. Mais bon, on va parler de la question la plus importante, je pense. Continuons. Alors, a-t-on besoin de beaucoup d'argent pour passer un bon moment à faire des photos et se faire plaisir en faisant des photos? Quand on parle seulement de violon dingue, de hobby, de passe-temps, eh bien non, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. On peut avoir n'importe quel appareil photo, même le plus basique, et il n'y a absolument aucun problème. On peut profiter de la photographie, se faire plaisir, parce qu'on peut faire d'excellentes photos avec absolument n'importe quel appareil photo. Alors attention, je n'ai pas dit qu'on peut faire n'importe quelle photo avec n'importe quel appareil photo, mais on peut faire d'excellentes photos avec n'importe quel appareil photo. Évidemment, si tu veux faire de la photo sous-marine et ton appareil photo n'a pas le matériel ou la cage ou tout ça pour aller sous l'eau, eh ben, tu ne pourras pas faire d'excellentes photos sous-marines parce que tu ne pourras pas aller sous l'eau. Donc c'est logique. Mais comme amateur qui n'a pas d'intention de gagner de l'argent, évidemment que si tu peux avoir un super appareil photo, tu peux te le permettre, ça te fait envie, bah, tu fonces. Pourquoi? Bah, l'argent, on ne parle pas avec au cimetière, donc autant en profiter. Par contre, si tu ne peux pas te permettre d'avoir le meilleur appareil photo, il ne faut pas devenir aigri, il n'y a aucune importance, il faut profiter de ce que tu as. Parce que bah, tu peux te faire très plaisir et très content des résultats que tu obtiens avec absolument n'importe quel appareil photo. Maintenant, on va voir le côté professionnel, c'est-à-dire tu veux commencer à gagner de l'argent avec la photographie, as-tu besoin de beaucoup d'argent pour ça? Et là, il ne faut pas oublier une chose. À partir du moment où tu fais payer un client, tu n'as pas d'obligation de résultat, mais tu as une obligation de moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tu vas peut-être pas faire de bonnes photos, mais tu vas obtenir une photo. C'est-à-dire que si je suis en train de faire un reportage de mariage, mon appareil photo tombe en panne ou tombe par terre, mon obligation de moyens m'oblige à avoir un deuxième appareil photo pour pouvoir continuer à faire le reportage. Ou mon objectif tombe en panne, ou il tombe par terre et tout ça. Donc là, tu te rends compte que, bien évidemment, c'est pas la même chose d'avoir deux appareils photo ou trois, ou deux ou trois objectifs, plutôt qu'un seul. C'est pas le même prix d'avoir un appareil photo qui a double carte de mémoire qu'un qui avait une simple carte de mémoire. Donc cette obligation de moyens va forcément te coûter plus cher, puisque tu es obligé d'obtenir un résultat. Après, la qualité de tes photos, ça va dépendre de toi si tu es bon ou mauvais photographe. Mais tu dois obtenir un résultat. Tu ne peux pas dire au marié, bah, j'ai pas le reportage parce que l'appareil photo est tombé par terre. Ça, c'est aussi simple que ça. Alors là, est-ce que tu as besoin des meilleurs appareils photo? Ben, pas nécessairement. Par contre, il faut que tu couvres les éventuels problèmes. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir deux appareils photo d'entrée de gamme qu'un seul de moyen ou de haut de gamme. Parce que ben, s'il y en a qui tombe, tu as le deuxième. Dans l'autre cas, si tu n'en as qu'un seul de haut de gamme et tu n'as rien d'autre, eh bien, tu ne peux pas finir le travail. Donc là, oui, il y a un coût qui est supérieur, mais est-ce qu'on a besoin de dépenser des fortunes sur les meilleurs appareils photo? Absolument pas. Donc ça, c'est bien important que tu aies ça en tête. C'est-à-dire que tu as une question de responsabilité, mais tu n'es pas forcément obligé d'avoir un truc qui coûte une fortune. Alors ça, c'est l'obligation de moyens. Après, il y a une autre chose, c'est ton image personnelle. Et cette image personnelle va dépendre énormément de l'endroit où tu te trouves. Si tu es dans un endroit où tous les professionnels utilisent des appareils photo d'entrée de gamme, il n'y a aucun problème, tu peux toi aussi les utiliser, personne ne va te regarder de manière entre guillemets bizarre. Par contre, si tous les gens de ton secteur, tous les professionnels de ton secteur ont que du matos haut de gamme, eh bien, il est fort probable que quand les gens voient le matériel que tu utilises, eh bien, ils ne vont pas te prendre au sérieux. Donc, ça peut te fermer des portes. Par exemple, un client va te dire, oui, mais qu'est-ce que vous avez comme matos? Et là, tu réponds, bah, il va te dire, bah ouais, moi, celui que j'ai à la maison, il est supérieur au tien. Alors, il ne va pas croire que tu vas faire un bon boulot, tu vois. Ou une entreprise ou une agence de pub qui veut engager un photographe, peut-être qu'il va lui demander le matériel qu'il utilise. Et même s'il serait capable de faire
le même travail avec du matos de base, eh bien ces gens vont faire qu'il est pratiquement obligé de mettre la main à la poche et acheter du haut de gamme. Et c'est injuste, c'est triste, c'est stupide. C'est comme quand tu es obligé d'avoir une voiture qui a un meilleur look, parce que sinon, ben, comme avocat, on ne va pas te prendre au sérieux, ou comme comptable, ou peu importe, ou des fringues différentes, et tout ça. Mais la société est comme ça. Donc, comme professionnel, eh bien, tu n'es pas forcément obligé d'avoir le meilleur truc, mais dans certaines situations, suivant le type de client que tu as, ou l'endroit où tu te trouves, eh bien, c'est possible que tu sois obligé d'avoir du haut de gamme. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter chez Digitphoto, eh bien, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, eh bien, ça me file un coup de main. Si tu as un code de promotion, il y a une case à côté qui dit code promo, bah, tu le mets là, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, je les partage souvent sur les réseaux sociaux. Je te remercie énormément parce que ça m'aide beaucoup. Continuons. Alors, quand tu vas choisir un appareil photo, il est bien important un appareil tout court, il est bien important que tu différencies deux choses. La photographie de la vidéographie. En photographie, ça fait 10 ans que la qualité d'image en lumière normale, je ne parle pas dans les extrêmes, n'a pas changé. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe quel appareil est OK. Parce que en fait, la qualité d'image, tu regardes, sauf à ISO super élevé ou récupérer un stop dans les hautes lumières, c'est comme ça, dans l'ensemble, ça ne s'est pas amélioré. Et je ne parle pas de quantité de pixels, je parle de la qualité d'image. Par contre, en vidéo, c'est une autre histoire. En vidéo, eh bien, les exigences sont de plus en plus avancées. Pourquoi? Parce que la photographie est arrivée à maturité au niveau technique, ça va encore évoluer, mais à maturité dans l'ensemble. Par contre, la vidéo, non. On démarré en HD, maintenant après Full HD, 4K, maintenant on parle de 6K, on parle de 8K, on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Et les exigences sont de plus en plus élevées. Alors évidemment, si c'est une vidéo pour souvenir de vacances et que du moment que tu peux le voir sur ton ordinateur ou sur ta télé, tu es content, c'est bon, les exigences ne sont pas super avancées. Par contre, si ton idée c'est pouvoir vendre ton contenu vidéographique, le partager de manière payante ou faire des travaux pour des clients ou même tu fais une mini-série qui va sortir sur Netflix, évidemment, les exigences ne sont pas du tout les mêmes et on parle de sommes qui peuvent devenir même astronomiques. Mais attention, il y a quand même un paquet de gens qui font de la vidéo avec des appareils plus anciens. Après, ils ont beaucoup de travail de post-production, même pour le passé, augmenter la résolution à 4K et des choses comme ça, c'est faisable. Mais on est d'accord, plus ton appareil sur la partie vidéo va être avancé, plus tu vas gagner du temps en post-production, plus tu vas avoir de souplesse à l'heure de travailler. Donc c'est bien important de différencier. Alors certains vont me dire, ouais mais en photo, regarde, il y a les Jeux Olympiques, si le mec qui court comme un malade, va bien avoir un super appareil photo pour faire la photo. Stop. Tu regardes cette vidéo que j'ai faite sur les Jeux Olympiques de 1976, 76, à Montréal, donc au Québec, jette un coup d'œil et fin de la conversation. Continuons. Il y a une phrase que j'adore, c'est si tu ne peux pas contre ton ennemi, eh bien le mieux c'est de s'allier à lui. Et en photographie, c'est la même chose. Effectivement, ton appareil photo a peut-être des limites, on a sûrement, tous ont des limites, mais est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas faire quelque chose avec? Eh bien, on voit quelquefois des gens qui ont des photos spectaculaires et ils ont une technique vraiment différente, ils ont créé un style propre à eux et on n'imagine pas qu'à l'origine, simplement parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose vu les limites de l'appareil photo. Imagine, il y a un couple de mariés en train de danser la valse nuptiale et puis toi, tu ne peux pas monter les ISO de manière élevée parce que sinon, il y a tellement de bruit qu'on dirait une pizza. Solution, eh bien, tu ne vas pas les monter, tu vas descendre la vitesse et tu vas tout faire en filet, panning. Tu vas suivre les mariés. Résultat, eux, ils vont être nets et les gens autour vont être flous. Il y a des gens qui vont voir ces photos et vont dire « Ah, mais c'est magnifique ce style, ce look, j'adore, c'est vraiment superbe, c'est original et tout ça. » Et ils n'imaginent pas que le photographe fait ça parce qu'il n'a pas d'autre option. Donc, il a créé un style dans le cadre de ses limites, des limites de son matos. Est-ce que c'est un mauvais style? Non, c'est un style. Est-ce qu'il ne peut pas faire de super photos? Mais évidemment. Donc, voilà, simplement, tu gères en fonction de tes possibilités. Il y a des gens qui disent aussi, mon appareil photo, c'est un désastre avec les couleurs, et donc l'équilibre des blancs, ça marche jamais, et tout ça.
finalement, eh bien, il fait toutes ses photos en noir et blanc, il fait son RAW, il passe en noir et blanc, il travaille le RAW, il fait des superbes noir et blanc. Et il t'a pas raconté pourquoi. Et pourtant, tu dis, bah, c'est un roi du noir et blanc. Et tu imagines même pas pourquoi il fait pas de couleur. Moi, j'ai un copain qui est daltonien, il fait des noirs et blancs exceptionnels. Alors, il est bon photographe, hein, même en couleur, hein. Mais enfin, bref, on comprend, quand on le sait, pourquoi il préfère le noir et blanc et pourquoi il fait de superbes noirs et blancs. Simplement, les couleurs, c'est pas son truc, puisqu'il ne les voit pas. Mais il gère avec ses limites. Donc, quand tu as un appareil photo qui a des limites, il faut que tu le connaisses à fond pour pouvoir jouer dans le cadre de ces limites. Et tu vas voir que c'est un exercice fantastique et tu peux faire de superbes photos, souvent bien supérieures à ce que font d'autres avec des appareils bien plus avancés, avec des limites qui sont bien plus repoussées. Alors, comme on parle de pauvreté, on parle évidemment d'argent. Alors, ça peut être pauvre d'esprit, mais enfin, on va parler d'argent. Eh bien, le premier truc, c'est de gérer ton budget le mieux possible. Et trop de gens ne pensent qu'à l'appareil photo. Et en fait, il y a d'autres choses que l'appareil photo qui vont faire que tu vas repousser les limites de ton matériel beaucoup plus loin. Par exemple, un flash avec des modeleurs, ça va te permettre d'apporter un look, un style, un éclairage qui va donner un caractère et un coût vraiment raisonnable. Un trépied, suivant ce genre de photo que tu fais. Des objectifs. Alors souvent, beaucoup de gens ont tendance à penser seulement en été et en piqué. Et en fait, pas du tout. De la même manière, je t'ai dit, tu peux t'allier à ton ennemi. Eh bien, tu peux très bien, quelquefois, avoir des objectifs beaucoup plus modestes, qui ont peut-être moins de netteté, qui ont peut-être des défauts optiques et tout ça, mais tu en fais ton look, ton caractère, ton style. Donc, tu fais aussi des économies. Mais il y a un poste clé, surtout en 2024, même 2023, mais on parle en 2024, un poste clé qui va faire qu'un appareil photo d'entrée de gamme peut te donner des résultats égaux ou même meilleurs que du très haut de gamme. Et ce poste clé, c'est l'ordinateur et les programmes de correction que tu peux utiliser derrière. Alors, j'ai un copain qui a tout un tas d'appareils photo de tous les niveaux, de toutes les gammes, mais pour une question de poids, son favori, c'est le Lumix LX100 Mark II. Alors, c'est un appareil qui est limité sur les ISO élevés, c'est un micro 4 tiers, et il a, donc, je dis micro 4 tiers, pas pour l'histoire des ISO, mais pour les gens qui dénigrent un peu le micro 4 tiers, et aussi, eh bien, il a un manque de netteté sur les bords et sur les coins au grand angle. Voilà. Eh bien, cet ami, il fait des photos. Alors, le cadrage est nickel, la composition est nickel, ça, c'est sa spécialité. Ça fait quand même un paquet d'années qu'il est photographe. Mais après, quand il va mouliner tout ça sur les programmes de post-production, il va obtenir une netteté, des récupérations des ombres, des récupérations des hautes lumières, qui n'ont absolument rien à envier aux appareils très haut de gamme. Alors là, l'ordinateur est important parce qu'évidemment, si tu vas faire une seule photo, s'il met 5 minutes à mouliner les corrections, bah, c'est pas grave. Mais si tu fais un mariage et tu as 500 photos à faire comme ça, eh bien, tu vas mettre des semaines. Donc, il faut un ordinateur puissant. Mais si tu regardes les programmes qu'il utilise comme Topaz AI ou DxO, des choses comme ça, c'est vraiment pas cher. Parce qu'en fait, ça te coûte une centaine d'euros et ça va te permettre d'avoir des résultats sur un appareil d'entrée de gamme qui vont être les mêmes ou supérieurs à du haut de gamme, qui coûte peut-être des milliers d'euros de plus que cet appareil d'entrée de gamme. Donc en fait, tu te rends compte que quelqu'un qui a ses connaissances techniques, composition, cadrage et tout ça, il va pouvoir récupérer ce manque de technologie de son appareil en post-production. Autrefois, c'était plus compliqué, mais maintenant, il y a des programmes qui te font vraiment le jour et la nuit. C'est pour ça que si tu n'as pas un budget très élevé, tu peux parfaitement compenser en post-production ce manque, ce trop de bruit, ce manque de netteté, ce manque de ceci, ce manque de là, et ramener un appareil de base à un niveau très élevé. Donc, n'oublie pas ça, que le post-production est très, très, très important et peut te faire économiser des milliers d'euros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'il ne faut pas avoir les appareils photo les plus avancés? Non, j'ai absolument pas dit ça. Au contraire, si tu peux te permettre d'avoir un appareil plus avancé, avec plus de fonctions et tout ça, mais c'est fantastique. Ça te fait plaisir, tu aimes ça, tu peux te le permettre, c'est superbe. D'autre part, ça va t'apporter une tranquillité et une sécurité.
Si j'ai un appareil photo qui a double carte mémoire et je sais que s'il y a un truc qui flanche, l'autre est là, eh bien ça m'apporte une tranquillité. Si je sais que quand je fais une photo d'une course par exemple et je mets une rafale de malade avec un autofocus nickel, je fais après, j'ai juste à choisir la photo qui me plaît le plus. Je suis sûr que je vais avoir une photo qui me plaît, qui me plaît, parce qu'il y en a forcément une dans le tas. Alors attention, quand on arrive à ce niveau-là, on est moins photographe et plus opérateur d'appareil photo. C'est triste, mais c'est comme ça, même si ça vexe certains. Mais si tu cherches un résultat, évidemment, tu as plus de chances d'avoir le résultat. Ça, je ne vais pas te mentir. Voilà. Donc, il va falloir que tu n'oublies pas que le matos, oui, ça peut toujours aider. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'il faut absolument apprendre et augmenter ses connaissances. Quand on prend un violon Stradivarius, seulement les meilleurs violonistes en tirent parti. Si tu prends un mec qui n'a aucune idée de violon, peu importe que ce soit un Stradivarius ou un bidon d'huile avec un bâton et 4 cordes, ça sera exactement le même son. Donc en photographie, c'est la même chose. Seulement les photographes qui s'y connaissent le mieux vont en tirer parti, vont en profiter. Parce que, comme j'expliquais avant, si tu ne sais pas cadrer, sais pas composer, même si tu as un super autofocus et une super rafale, au lieu d'avoir 5 photos nulles, tu auras 100 photos nulles, mais elles seront quand même toutes nulles. Donc il est indispensable que tu comprennes bien que avoir un bon appareil photo ne va pas remplacer tes connaissances techniques et photographiques. Ça va t'aider, ça va être un appui, mais ça ne va pas les remplacer. Et beaucoup de gens font cette erreur. Ils pensent que quand on a un meilleur appareil photo, on va forcément faire de meilleures photos. Et c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et ça, faut pas l'oublier. Seulement un bon photographe va profiter des meilleures technologies. Donc, il faut que tu continues à faire un effort pour être un bon photographe. C'est indispensable. N'oublie pas un autre point. Tant que les gens, alors que tu sois professionnel ou pas, tant que les gens parlent plus de ton appareil photo que de tes photos, c'est que tu n'es pas un bon photographe. Demain, si on décide d'engager, quelqu'un engage Annie Leibovitch par exemple, ou Sébastien Salgado pour des photos, personne ne leur demande quel matos ils utilisent. On n'en a absolument rien à faire. Donc, ça veut dire que quand les gens regardent ton travail et te demandent quel appareil photo tu veux utiliser pour t'engager, c'est qu'évidemment, ils ne sont pas convaincus par ton travail. Donc, il est bien important que si c'est ton travail, tu apprennes à te vendre, mais tu vendes tes photos et non pas ton matos. Parce qu'il y aura toujours un appareil photo qui sera meilleur un jour. Donc, demain, tu vas reperdre tes clients. Parce qu'il y aura le voisin qui a un meilleur appareil photo que toi. Alors qu'aujourd'hui, si les gens, leur montres tes photos, ils sont ravis de tes photos, ils n'ont pas demandé quel appareil photo tu utilises, parce qu'il n'y a aucun sens. Molière écrivait-il ses pièces ses pièces de théâtre avec une plume d'oie, une plume de canard? On n'en sait rien du tout et on s'en fiche complètement. Et bien, l'appareil photo, c'est pareil. On n'a absolument rien à faire de l'appareil photo que tu utilises du moment qu'on aime les photos que tu fais. Donc n'oublie surtout pas ça. La priorité, c'est de présenter tes photos et non pas ton matos. Alors, conclusion. Modestie et respect. Je pense que cette attitude qui a fait que j'ai fait cette vidéo de certains est une attitude lamentable qui n'a absolument aucun sens et il faut respecter la situation des autres, il faut respecter les budgets des autres et de toute façon, ce n'est pas ton problème si quelqu'un a ou pas de l'argent ou a ou pas un appareil qui est supérieur ou inférieur au tien. Voilà. Donc moi je pense que c'est une attitude lamentable que j'espère qu'elle disparaîtra un jour. Comme on le voit dans d'autres activités comme le cyclisme, la musique, dans plein de choses, voilà, donc je ne veux pas citer tous parce qu'on sera là toute la journée, mais voilà, j'espère que cette attitude va disparaître un jour, en tout cas en photographie. Donc la modestie et le respect, c'est indispensable. Eh bien voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo et avant de te dire au revoir, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu vas monter sur leur plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, dire ce qui va pas. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui te dit
ce qu'il faut corriger, t'améliorer, t'encourager et tout ça. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel, et les formations durent entre 8 et 12 mois. Tu vas passer 10-12 heures par semaine, alors certains passent 8, certains passent 15, hein, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ et tout ça. Mais le mieux, c'est que tu parles avec eux. Tu les appelles, tu leur expliques ton idée de formation. D'ailleurs, n'oublie pas, hein, si tu t'inscris une formation chez eux, de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo en appui pédagogique. Enfin, ils vont t'orienter. Alors, ils te diront aussi les prix, mais je peux déjà t'indiquer les financements. Alors, il y a ce qu'on appelle l'autofinancement, c'est très classe. On pense qu'on est un banquier, mais en fait, c'est comme toi et moi, quand on achète quelque chose, on paye parce qu'on a l'argent, c'est tout. Voilà, donc autofinancement. Autre option, peut-être que tu es demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, parle avec ton conseiller chez France Travail, Export l'emploi. Tu expliques pourquoi tu veux te reconvertir et t'expliquera comment financer ou cofinancer ta formation chez Arvia. Autre option, peut-être que tu veux profiter de ton CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule et tu peux l'utiliser pour te former, que ce soit la photo ou autre. Alors, si tu voulais te former à la retraite, n'oublie pas de t'inscrire par CPF avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par autofinancement, évidemment, oui, mais plus par CPF. Donc, inscris-toi avant, comme ça, tu pourras faire ta formation une fois à la retraite. Autre point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle a enfin appliqué depuis le 1er mai 2024. Et c'est une excellente nouvelle, puisque les rumeurs disaient que ce soit photo ou autre, les élèves devaient payer 30% de leur poche, et finalement ce n'est que 100 euros, plus ton pécule CPF. Donc c'est une excellente nouvelle. Alors je crois que les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer les 100 euros, à vérifier. Donc voilà, donc en tout cas, le mieux, c'est que tu contactes Arvia pour qu'ils te conseillent au mieux. Je te laisse donc leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericjouot.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericjouot.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors ça serait vraiment sympa si tu achetais chez eux, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo et ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup car ça m'aide énormément. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et Flash Westcott. D'autres liens affiliés, aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu vas faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!